Il faut bien être conscient que la vie sur Terre n'est pas seulement représentée par les organismes que l'on peut voir à l'œil nu. Il existe aussi plein d'organismes invisibles dans notre environnement. Des organismes qui sont beaucoup trop petits pour qu'on puisse les voir. Ces organismes microscopiques, c'est ce qu'on appelle communément les microbes. Mais en science, on parle plutôt de micro-organismes. C'est quand même bien plus classe. Et ces micro-organismes, ils sont absolument partout. Dans l'air, sur le sol, sur les murs, sur notre peau, dans notre intestin, c'est vraiment illusoire de vouloir y échapper. Il existe plein de sortes de micro-organismes, donc des bactéries, des virus, des champignons microscopiques, mais on trouve également des protozoaires, des petits parasites animaux, etc. Et à part les virus pour qui c'est un peu particulier, ces organismes pour se développer nécessitent comme nous des ressources. Donc, par exemple, comme nous, ils ont besoin de se nourrir, c'est-à-dire de récupérer de la matière organique dans leur environnement. C'est en effet la matière organique qui est en fait essentielle pour la réalisation de certaines réactions métaboliques. Donc les réactions métaboliques qui vont apporter de l'énergie dont ils ont besoin. En l'occurrence, il s'agit de la respiration cellulaire et de la fermentation, qui sont d'ailleurs des processus qu'on utilise nous-mêmes. Donc les micro-organismes ont aussi besoin de conditions physiques particulières pour se développer, notamment la température qui influe énormément sur leur vitesse de développement. Comme on peut le voir ici, la température idéale pour la plupart des micro-organismes, elle se trouve entre 30 et 40 degrés. Du coup, nos organismes humains sont des environnements vraiment idéaux pour ces micro-organismes. Ben oui, on est rempli de matière organique, donc de nourriture pour eux, et en plus, notre corps est à une température idéale, de 37 degrés. Bref, l'intérieur de notre corps, c'est véritablement un Eldorado pour tous ces êtres vivants-là. Le problème, c'est que certains de ces micro-organismes sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous rendre malades. Certains, en effet, ont tendance à trop se multiplier, et ça peut entraîner une véritable invasion, donc on parle alors de septicémie, et d'autres peuvent produire des toxines qui sont nocives pour nous, ce qui peut poser d'autres problèmes. Il y a également le cas des virus qui détournent notre machinerie cellulaire pour se reproduire, ce qui, dans la majorité des cas, pose aussi des problèmes. Du coup, au fil de l'évolution, certains mécanismes de défense se sont développés et permettent donc de se défendre contre ces invasions. Le premier moyen de défense, ce sont les barrières, qui empêchent les micro-organismes de rentrer. Donc les barrières chez nous, c'est la peau et les muqueuses. Les muqueuses, en gros, c'est toutes les zones de contact avec le milieu extérieur, mais qui ne sont pas de la peau. Donc par exemple, ce qui tapisse les voies respiratoires, les voies digestives, ou encore les voies génitales. Ces barrières sont, en fait, vraiment efficaces. La très grande majorité des micro-organismes sont incapables de les franchir. Mais il existe quand même quelques points de fragilité. La peau, même si elle est très hermétique aux micro-organismes, peut parfois être traversée, notamment s'il y a une blessure ou une brûlure. Les muqueuses, quant à elles, sont franchissables par un certain nombre d'organismes. Par exemple, il y a certaines bactéries ou certains virus qui peuvent traverser les muqueuses des voies respiratoires, et c'est eux donc qui peuvent entraîner des rhinopharyngites, des bronchites ou ce genre de choses. Il y en a d'autres qui sont capables de franchir les muqueuses des voies digestives, et donc dans ces cas-là, ça peut entraîner des gastro ou autres joyeusetés. Et les muqueuses des voies génitales sont également franchissables par tous les micro-organismes qui sont responsables des maladies sexuellement transmissibles, donc les MST ou encore appelés IST. Bref, ces barrières, même si elles sont très efficaces, ne sont pas parfaites. Et dans certains cas, elles sont franchies. Et lorsque la barrière est franchie, on appelle ça une infection. Mais heureusement, dans ce cas, on a la présence de défenses internes qui vont permettre d'endiguer et de détruire les micro-organismes qui ont eu l'audace de pénétrer à l'intérieur de nous. Ces défenses internes, c'est ce qu'on appelle le système immunitaire. Et ce système immunitaire repose sur des cellules spécialisées, qu'on appelle les globules blancs, ou encore les leucocytes. Dans ce système immunitaire, on distingue deux types de défense. La première ligne de défense est qualifiée d'immunité innée. Cette immunité innée est très rapide à se mettre en place, mais ne suffit généralement pas à se débarrasser complètement de l'infection. Elle sera suivie par l'activation de l'immunité adaptative, qui, elle, sera beaucoup plus efficace, mais aussi plus lente à se mettre en route. Dans le cours d'aujourd'hui, on va traiter exclusivement de l'immunité innée. Cette immunité varie peu au cours de la vie, et ne nécessite aucun apprentissage. Elle repose sur des processus qui ne sont pas spécifiques. Concrètement, ça veut dire que une cellule de l'immunité innée est capable de s'attaquer aussi bien à plusieurs organismes différents, donc à des bactéries, des virus, des champignons microscopiques, ce que vous voulez. Le processus de l'immunité innée varie aussi peu d'une espèce à l'autre, du moins chez les vertébrés. Elle repose sur des leucocytes particuliers qui sont de différents types. On a les macrophages et les cellules dendritiques que l'on trouve dans les tissus, et qui se caractérisent notamment par la présence de prolongements cytoplasmiques.
Ces prolongements sont très nombreux mais pas très longs chez les macrophages, ils peuvent au contraire être très longs dans les cellules dendritiques. On les appelle d'ailleurs des dendrites, d'où le nom, cellules dendritiques. Le rôle de ces deux types de cellules est de réaliser la phagocytose. Donc en gros, ils vont se débarrasser des micro-organismes en les englobant et en les digérant. On reviendra là-dessus plus tard. Dans les tissus, on a également des mastocytes. Alors eux, il s'agit de cellules particulières caractérisées par un très grand nombre de vésicules dans leur cytoplasme, comme on peut le voir. En fait, ces vésicules contiennent un tas de molécules utiles, et donc le rôle de ces mastocytes, ça va bien sûr être de relarguer tout ça en cas de besoin. Si on regarde du côté du sang, on va trouver des granulocytes et des monocytes. Donc les granulocytes, qui peuvent aussi se retrouver dans les tissus dans certains cas, peuvent passer du sang au tissu, et on les reconnaît notamment par la forme de leur noyau qui présente plusieurs lobes, qui est un noyau très particulier. C'est pour ça d'ailleurs qu'auparavant on les appelait des polynucléaires, parce qu'on croyait qu'il y avait plusieurs noyaux. Les monocytes peuvent également sortir des vaisseaux sanguins, mais dès qu'ils se retrouvent dans les tissus, eux, ils vont se transformer directement en macrophages. Donc en gros, ces deux types de cellules vont faire office de renfort. Dès qu'ils vont détecter une infection quelque part, hop, elles s'empressent de sortir pour aller combattre donc les micro-organismes responsables. Voilà, nous venons de voir les principes et les acteurs de l'immunité innée. Nous allons maintenant voir comment elle fonctionne. Et en fait, elle repose sur un processus qui est appelé la réaction inflammatoire. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je pense que vous en avez tous déjà fait l'expérience à votre insu. En fait, la réaction inflammatoire se caractérise par 4 symptômes. Rougeur, chaleur, douleur et gonflement. En gros, la réaction inflammatoire va se mettre en place en cas d'infection, mais elle se met également en place en cas de traumatisme, par exemple s'il y a un choc. Des fois même, elle se met en place pour pas grand-chose, comme par exemple si vous faites des maux de tête ou des réactions allergiques. On a ici quelques exemples de réactions inflammatoires, donc par exemple, un coup de soleil c'est une réaction inflammatoire, de l'eczéma c'est une réaction inflammatoire, un bouton d'acné, bref, dès que vous avez mal quelque part, c'est une réaction inflammatoire. À quoi sont dus ces symptômes? La rougeur et la chaleur sont en fait dues à la dilatation des vaisseaux sanguins, donc en gros ça veut dire que les vaisseaux ils grossissent, et le gonflement qu'on appelle également œdème est causé par la présence de plasma sanguin qui viennent imprégner les tissus. La douleur, elle, est causée par la stimulation de récepteurs sensoriels qui sont présents dans les tissus, donc ces récepteurs-là on les appelle les nocicepteurs. On peut décrire également cette réaction au niveau microscopique, donc là on a une coupe transversale de peau sans réaction inflammatoire, et ici, une coupe après une réaction inflammatoire. Donc on se rend compte que là, il y a plein de petits points violets. En fait, ce sont les globules blancs, donc ils se reconnaissent par la coloration violette de leur noyau. Donc là, on voit que ces globules blancs sont extrêmement nombreux dans le tissu inflammé. On confirme également ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que les vaisseaux sont très dilatés. Donc là, on voit qu'ils sont très très gros dans le tissu inflammé. Voilà pour la description de ce phénomène. Nous allons maintenant voir comment la réaction inflammatoire se déclenche. Donc en fait, lorsqu'il y a une infection, les premiers globules blancs qui se rendent compte sont ceux qui sont déjà présents dans les tissus, qui sont sur place. Donc en gros, c'est les macrophages, les mastocytes et les cellules dendritiques. Et peut-être quelques granulocytes. Ils vont reconnaître certaines molécules qui sont présentes à la surface des micro-organismes. Donc ces molécules-là, on appelle ça des signaux de danger, ou encore signaux PAMP. Et les leucocytes ont en fait à leur surface des structures moléculaires, des récepteurs PRR, qui leur permettent de reconnaître les signaux, et donc de réagir à ces signaux. Donc à ce moment-là, on a une activation des leucocytes impliqués, qui vont alors sonner le signal d'alarme, c'est-à-dire déclencher la réaction inflammatoire. Pour cela, ils vont relâcher par exocytose des molécules qui vont avoir plusieurs rôles. Certaines molécules, comme la prostaglandine ou l'histamine, vont provoquer la vasodilatation, c'est-à-dire la dilatation des vaisseaux sanguins, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Cette dilatation va permettre l'écartement des cellules épithéliales, donc qui sont les cellules qui tapissent les vaisseaux, ce qui va permettre de laisser passer plus facilement les globules blancs qui voudront traverser cette barrière. Donc ça va permettre de laisser passer plus facilement les renforts. Donc en l'occurrence, c'est les monocytes et les granulocytes donc, qui sont circulants dans le sang, qui vont pouvoir ainsi franchir cette barrière et donc passer du sang au tissu. Au passage, les globules blancs, lorsqu'ils traversent ces cellules épithéliales, ils sont capables de se déformer d'une manière très importante, et ça c'est ce qu'on appelle la diapédèse. Et c'est ça qui leur permet du coup de passer entre les cellules épithéliales qui se seront écartées suite à la vasodilatation. Mais au passage, cette dilatation est également responsable de la sortie de liquide sanguin, parce que comme il y a un petit espace entre les cellules épithéliales, on a du coup le plasma, qui est le liquide du sang, qui va pouvoir sortir, et c'est lui qui sera responsable de l'œdème, donc du gonflement du tissu, donc en imprégnant ce tissu. La vasodilatation, elle est bien responsable à la fois de la rougeur, de la chaleur, donc du fait qu'il y a plus de sang qui irrigue le tissu, et du gonflement, du fait que le plasma sanguin se retrouve plus dans le tissu.
Parallèlement à ça, on a des molécules qui vont aller titiller les terminaisons nerveuses locales, ce qui sera responsable des sensations douloureuses, comme on peut le voir ici. Et enfin, les leucocytes émettent également des signaux qui vont attirer et qui vont activer les globules blancs qui arrivent en renfort. Donc ces substances, en fait, on les appelle chimiokines, donc lorsqu'elles ont pour but d'attirer des nouveaux globules blancs, ou on peut les appeler cytokines lorsqu'elles ont pour but d'activer les nouveaux globules blancs qui arrivent. Du coup, grâce à tout ça, on se retrouve avec plein de globules blancs sur le site de l'infection, qui sont prêts à en découdre. Et il faut bien comprendre qu'on a une espèce d'amplification de la réaction inflammatoire, car en fait, plus il y a de globules blancs, plus ceux-ci vont libérer de signaux chimiques, et du coup, plus ça va attirer de nouveaux globules blancs, donc plus il y aura de globules blancs, etc., etc. Et du coup, on a une espèce d'amplification comme ça, qui va faire que la réaction inflammatoire, elle va se déclencher d'une façon très rapide et très soudaine. Et bien sûr, une fois que tout ce beau monde se retrouve sur le site de l'infection, il faut faire le sale boulot, c'est-à-dire se débarrasser des micro-organismes. Et donc le processus qui permet de faire ça, c'est la phagocytose. Donc en gros, les globules blancs, ils reconnaissent le micro-organisme, ils viennent l'englober, et enfin, ils vont carrément le digérer en utilisant des vésicules digestives qui sont bourrées d'enzymes, et qui vont donc avoir pour but de réduire la cible en charpie. Après ça, il n'y a plus qu'à se débarrasser des déchets, et le tour est joué. Voilà pour le déroulement de la réaction inflammatoire. Mais attention tout de même, car si cette réaction est très utile et efficace pour endiguer rapidement une infection, dans certains cas, la machine s'emballe un peu trop, ce qui peut poser certains problèmes. Déjà, dans certains cas, il peut arriver qu'une réaction inflammatoire ait lieu sans véritablement que ce soit nécessaire. Donc c'est le cas notamment pour les réactions allergiques. Donc en gros, d'une réaction allergique, par exemple une allergie au pollen, il va y avoir une réaction inflammatoire qui va se développer à la suite d'un contact avec un grain de pollen qui pourtant ne présente aucun danger. Parce qu'en plus, les réactions inflammatoires sont parfois excessives, ce qui y est gênant vu les symptômes qui sont pas forcément agréables. La douleur, la rougeur, le gonflement, tout ça, c'est pas forcément top. Et dans certains cas même, la réaction inflammatoire peut même être dangereuse. Par exemple, lorsqu'on a des réactions inflammatoires qui entraînent un asthme intense, ou encore un œdème au niveau des voies respiratoires. Donc ça, on appelle ça, en l'occurrence, l'œdème de Quinck. Et bien ça, évidemment, ça peut gêner, voire empêcher la respiration de l'individu. Donc ça peut être dangereux. Du coup, pour contrer tous ces problèmes-là, on a développé des médicaments qui viennent réguler la réaction inflammatoire lorsqu'il y a besoin. Donc ça vient réguler la réaction inflammatoire en inhibant en fait certaines enzymes qui vont être impliquées dedans. Donc au passage, ces médicaments, on appelle ça les anti-inflammatoires, et les anti-inflammatoires, c'est de loin les médicaments les plus administrés en France. Il existe en gros deux catégories d'anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc qui présentent peu d'effets secondaires, mais dont l'effet est quand même relativement limité. Alors je dis peu d'effets secondaires, mais il peut y en avoir quand même, il peut y avoir des effets notamment digestifs. Donc tout ça, il s'agit notamment du paracétamol, que l'on trouve notamment dans le Doliprane, de l'ibuprofène, qu'on peut trouver notamment dans l'Advil, ou de l'acide acétylsalicylique, communément appelé aspirine. On a également les anti-inflammatoires stéroïdiens qui, eux, vont mimer l'effet d'hormones stéroïdiennes, comme par exemple la cortisone. Ces anti-inflammatoires stéroïdiens, là, pour le coup, ils sont très efficaces, mais attention, parce qu'ils peuvent occasionner des effets secondaires qui sont lourds, de la nécessité de limiter leur usage. Donc en gros, il est assez facile de se procurer du paracétamol ou de l'ibuprofène, même sans ordonnance. Pour de la cortisone, c'est un peu plus compliqué, et là, pour le coup, ça doit nécessairement passer par l'aval d'un médecin. Au passage, je précise quand même que tout médicament est dangereux s'il est mal administré. Même du Doliprane, ça peut être mortel s'il est utilisé de manière trop fréquente, par exemple. Voilà pour la réaction inflammatoire, et c'est tout pour aujourd'hui. Et donc pour la suite de l'histoire, donc à savoir la mise en place de l'immunité adaptative, ce sera dans une prochaine vidéo.